doit sincèrement interroger la communication présidentielle, enfin la communication aujourd'hui du candidat Oligui Nguema. Normalement, dans un contexte comme celui-là, pour un événement aussi important, il y a plusieurs scénarios de possibles. Ils doivent avoir au moins 5 plans différents et à la dernière minute, ils en choisissent un, celui qui est avec une plus-value la plus intéressante. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Le général Oligui a maintenu sa déclaration de candidature dans un endroit où il n'y avait pas de hangar, donc pas abrité. Haussimann va devenir un parti politique, donc il va y avoir un peu de pôle, car c'est le sentiment qu'on a. Et si Haussimann est toujours géré par son petit frère, et que son petit frère mouille le maillot, il pourra légitimer un peu son entrée dans le gouvernement, parce qu'il ne deviendra pas ministre parce qu'il est le frère d'eux, mais parce qu'il est le président du parti ou d'un des partis les plus puissants de leur coalition. Bonsoir les amis. On va parler de politique gabonaise. On va rentrer dans le Money Time sur cette partie du continent africain. Comme vous pouvez le savoir, la semaine a été très chargée. Le général Oligui a annoncé sa candidature le lundi 3 mars. Il l'a fait à la Cité de la Démocratie. Il y a énormément de choses à redire sur cette déclaration de candidature du général Oligui. À savoir que en début de semaine, il y a eu une forte pluie sur la capitale gabonaise et le général Oligui a décidé de faire sa déclaration de candidature à la Cité de la Démocratie. La Cité de la Démocratie est l'un des projets phares qu'il a lancé, à savoir que c'est une enceinte, une zone normalement qui est considérée comme zone militaire. C'est une caserne en fait de la GR où Omar Bongo avait construit des dizaines de maisons qui servaient à loger des dignitaires ou des invités de l'État gabonais. Ali Bongo avait fait raser une grosse partie de la Cité de la Démocratie pour en faire un golf. Ce golf n'a pas vu le jour, donc ça a été un éléphant blanc. Il y avait dans cette enceinte un palais des congrès, vraiment pas mal de commodités qui permettaient, lorsque le Gabon devait organiser soit des sommets, soit des réunions, par exemple du PDG, qu'il puisse y avoir au moins des structures qui existaient. Donc Ali Bongo a fait démolir tout cela, ou en tout cas c'était inutilisable, et donc tenait ces réunions sous des tentes ou au jardin botanique. Le général Oligui Nguema, vu qu'il voit Omar Bongo comme son père spirituel, il a décidé de rénover la Cité de la Démocratie et même de l'améliorer, d'y mettre un palais présidentiel. Donc le général Oligui sera en fait logé dans une caserne. On voit ça très souvent, par exemple au Mali, Assimi Goïta dans la caserne de Kati. Sa résidence est dans une caserne militaire. Mobutu Sese Seko, c'était la même chose. Sa résidence était dans une caserne, j'ai oublié comment s'appelait l'unité d'élite de Mobutu au Zaïre. Mais donc le général Oligui projette de faire quelque chose de ce type, de reconstruire un palais des congrès, de réhabiliter la cinquantaine de maisons qu'il y a à cet endroit. Résultat, il s'est servi donc que ce soit en construction pour y aller faire sa déclaration de candidature. En passant, la réhabilitation de la Cité de la Démocratie, 340 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 340 milliards de francs CFA, là où normalement tout est urgent. Les voyants sont au rouge. Le général Oligui dépense comme si le Gabon était le Qatar. Comme si on avait vraiment une capacité budgétaire hyper importante, en sachant en plus que ce qui est dépensé là aujourd'hui ne pourra pas donc servir pour les échéances importantes qu'on va avoir à l'horizon. Quand on en rajoute rien que le rachat d'Assala, 1,2 milliard. Aujourd'hui, on ne sait pas si cette société a pu commencer à exploiter les blocs pétroliers qui étaient en exploitation, s'ils font de la prospection. Bref, on n'en sait rien sur cette boîte. Ça nous a coûté 1,2 milliard de dollars, j'entends. On a dépensé pas mal et donc on va avoir besoin de beaucoup de sobriété à l'avenir. Je reviens à la déclaration de candidature du général Oligui. Il a fait donc à la Cité de la Démocratie, en chantier. Il a plu sur Libreville. C'était totalement une catastrophe, cette déclaration de candidature. Les dignitaires, les ministres étaient obligés de patauger dans la boue. Lui-même a été trempé. Il a voulu passer le message « Je suis un Gabonais normal. Les Gabonais se mouillent, je me mouille aussi ». Il doit sincèrement interroger la communication présidentielle, enfin la communication aujourd'hui du candidat Oligui Nguema. Normalement, dans un contexte comme celui-là, pour un événement aussi important, il y a plusieurs scénarios de possibles. Ils doivent avoir au moins 5 plans différents. Et à la dernière minute, ils en choisissent un, celui qui est avec une plus-value la plus intéressante. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Le général Oligui a maintenu sa déclaration de candidature dans un endroit où il n'y avait pas de hangar, donc pas abrité. Il a été trempé.
Il a fait son discours, je ne sais pas s'ils ont fait des séances de média training, mais sa déclaration de candidature, j'ai pensé à celle d'Emmanuel Macron en 2017. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Surjoué, on sentait que c'était pas naturel. Il était mal à l'aise. D'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Non, c'était vraiment particulier comme déclaration de candidature. Le général Oligui continue de magnifier ce côté bâtisseur. Enfin, il le martèle, donc il veut qu'on ait ça à l'esprit. D'ailleurs, on en reviendra, mais il a annoncé aujourd'hui qu'il allait lancer une espèce de plateforme qu'il appelle... Enfin, il y a bâtisseur dedans, j'ai oublié le nom du vocable exactement. Déjà, bonjour, messieurs et madame de la presse nationale. Je suis heureux aujourd'hui de vous informer que le ministère de la Défense nationale a répondu favorablement à ma mise en indisponibilité. C'est dire qu'aujourd'hui, et depuis le 27 février 2025, je suis apte à faire de la politique et même à occuper la fonction suprême. Alors, Monsieur le Président, par contre, nous à disposition, sur quelle bannière allez-vous aller aux élections présidentielles de 2 avril prochain? Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison à créer un parti. Le temps ne nous le permet pas. Mais comme tous les autres, j'irai en indépendant. Je mettrai en place une plateforme que nous allons appeler le mouvement des bâtisseurs. Mais cette déclaration de candidature donc vient accélérer un peu les choses. On savait, c'est une surprise pour personne, sa candidature était attendue, on est d'accord. Là on rentre vraiment dans le money time. Il a annoncé qu'il allait donc se mettre en disponibilité de l'armée. D'ailleurs il faudrait qu'on revienne sur ce point. Parce que c'est eux qui ont changé la règle. Normalement, si tu étais dans l'armée et que tu voulais faire de la politique, tu démissionnais de l'armée. Ils ont introduit la possibilité de se mettre en disponibilité. Donc, tu appartiens toujours à ton corps, mais on te permet d'aller vaquer à tes occupations. On ne le relève pas assez, mais pour moi, c'est très très grave. Les militaires n'ont pas à s'immiscer dans les enjeux électoraux. C'est du domaine des politiques. Si un militaire veut faire de la politique, il ne peut pas continuer à porter l'uniforme et à être dans l'armée. Ce n'est pas possible. J'ai l'impression que le général Oligui a anticipé parce que la décision de permettre aux militaires et aux magistrats de pouvoir exceptionnellement à cette élection se présenter, c'est un peu pour noyer le poisson. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je veux continuer à rester dans l'armée, mais je veux me présenter. Bon, je permets aussi aux autres de le faire. Donc, on permet aux magistrats et aux militaires, mais par contre, aux politiques qui ont accompagné le CTRI pendant cette transition. Donc, tous ceux qui ont été au gouvernement ou dans les institutions qui sont inéligibles pour l'élection présidentielle. Par contre, les militaires et les magistrats, c'est possible. Et encore les militaires, je ne vois pas le patron de la gendarmerie, le général Baraswaga, se présenter contre Oligui. Pareil pour le DG de la police. C'est un recul et on ne le relève pas assez, malheureusement. En plus de cette déclaration de candidature, il y a eu une espèce de psychodrame Ensemble pour le Gabon. Je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends absolument pas ce qui se passe de ce côté de l'échiquier politique. Je vous fais un petit récap. Un des membres fondateurs d'Ensemble pour le Gabon, qui n'est pas un parti politique, mais une espèce de plateforme que l'ancien Premier ministre Alain-Claude Biébinzé a mise en place, Stéphane Germain-Iloko, a fait une déclaration à la fois sur sa page Facebook, mais également auprès de Gabon Media Time, où il a fait savoir que Alain-Claude Biébinzé n'avait pas forcément réfléchi, ou en tout cas là, il n'y avait pas de structure derrière son cheminement politique,
que lui, faisant partie de la plateforme, ne sait pas si Alain-Claude Biye-Binzé allait se présenter à l'élection ou pas. Il dit aussi que Biye-Binzé lui a un peu manqué de respect. Il devait se voir un jour à 1h, vers 10h. Donc Biye-Binzé l'a contacté la veille pour lui demander de passer le voir le lendemain. Il s'y est présenté. Biye-Binzé n'y était pas et apparemment il ne s'est pas excusé. Il a également fait savoir que lorsque le général Oligui a reçu Ensemble pour le Gabon pour recueillir leurs propositions au sujet du code électoral, le général Oligui leur aurait remis 100 millions de francs CFA. Alain-Claude Biye-Binzé n'aurait déclaré que 50 millions de francs CFA. Le président de la plateforme m'a appelé au téléphone dimanche. Docteur, oui, c'est le président Alain-Claude Biye-Binzé. Ah bonjour président, est-ce qu'on peut se voir mercredi? Je dis pas de problème monsieur le président. Quelle heure? Il dit à 10h. Je dis à 10h monsieur le président. Monsieur le président Alain-Claude Biye-Binzé, mercredi hier, entre nous, excusez-moi, il n'est pas venu. Il ne m'a même pas appelé. Je suis resté là 1 heure de temps. J'ai honte. Et je suis dégoûté. Vous savez, et je le dis, et que le président de la transition m'écoute. Je ne suis pas l'ami du président de la transition. Et le président de la transition ne peut pas me payer. J'ai vu le président de la transition une fois, ensemble que mes amis de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Il paraît qu'il a donné de l'argent. Et c'est de cet argent-là dont il s'agit probablement. J'ai appris qu'il a donné 100 millions à Alain-Claude Biye-Binzé. Mais Alain-Claude nous a présenté 50 millions. Et je le dis, je regarde Alain-Claude dans les yeux. Il a dit 30 millions pour préparer la convention et 20 millions, on devait se présenter. Moi, j'ai eu 2 millions. Tous ces griefs additionnés fait qu'il prend ses distances. Il dit qu'il appartient toujours Ensemble pour le Gabon. Mais là, il se déclare lui-même candidat à l'élection présidentielle. Donc sa candidature continue de fracturer en fait ce mouvement. On a vu Maître Essola Effunta se présenter elle aussi. Honnêtement, je ne comprends absolument pas ce qui est en train de se produire du côté d'Alain-Claude Biye-Binzé. On a comme l'impression que c'est une espèce de crash en plein vol. Là, aujourd'hui, samedi 8 mars, c'était la date limite pour le redépôt des candidatures. Biye-Binzé est allé faire les démarches aujourd'hui, donc vraiment dans les arrêts de jeu. Je suis un peu étonné. Honnêtement, pour vous dire, je ne comprends absolument pas le pourquoi et du comment de cette affaire. D'autant plus que Biye-Binzé donne le sentiment d'être quelqu'un de conséquent et d'intelligent. Mais Iloko dit qu'il n'y a absolument aucune structure derrière. Il n'y a pas de secrétaire général, il n'y a pas d'organigramme, il n'y a rien d'institutionnel. Ils ont pensé à une charte, à un règlement intérieur, mais ils ne l'ont même pas acté. Ils n'ont pas formalisé les choses. Que pendant la tournée qu'ils ont fait à l'intérieur du pays, Iloko a fait savoir à Alain-Claude Biye-Binzé qu'il était nécessaire d'avoir une espèce de trousse d'urgence. Stéphane Germain Iloko est médecin. Et Biye-Binzé apparemment n'a pas fait cas. Et ils ont fait donc le tour du pays comme ça, en prenant des risques, mais en tout cas en ne se préservant pas. Bref, vous rajoutez en plus cette histoire de 50 millions, de 100 millions. Déjà, si c'est vrai, comment le général Oligui peut donner des 100 millions à des gens? Cet argent, il sort d'où? 100 millions au billet de 10 000 Enfin, c'est un sac d'argent. Pourquoi leur a-t-il donné 100 millions? Et pourquoi Alain-Claude Biye-Binzé aurait pris ces 100 millions? On dit que normalement c'est quelqu'un de très précautionneux. Je ne comprends pas pourquoi dans ce tempo-là, en sachant en plus que tu te mets en erreur, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il aurait pris ce risque. Autant je peux entendre les griefs de Stéphane Germain Iloko, autant je suis saoulé par cette histoire encore d'argent. Bon, je sais pas, parce que ils ont voulu me douiller. Normalement, on était censé être beaucoup plus conséquent et beaucoup plus exemplaire que cela. Comment Biye-Binzé peut-il expliquer que le mouvement politique qu'il a mis autour de lui soit en train d'exploser comme cela? C'est pas possible. Normalement, on attend quand même de quelqu'un du calibre d'Alain-Claude Biye-Binzé qui soit quand même un peu plus travailleur, un peu plus précautionneux que cela. D'avoir à souder au maximum ses équipes. S'il est avéré qu'ils font un peu les choses en famille, un peu les choses façon, là, il n'y a pas à faire de l'à peu près. Il faut être chirurgical. Et tout dans sa démarche, donner l'impression
que c'était le total opposé et que justement, il était en train de mettre en place quelque chose de chirurgical. Mais là, ce qui est en train de se passer la veille de l'ouverture de la campagne, c'est grave. Il est en train de construire, lui, tout son parcours depuis 2 ans. Il a fait son livre, il a dit et redit ce qu'il reprochait au général Oligui, il a dit ce qu'il pensait faire ou ce qu'il devait être fait en ne reniant pas ce que d'autres PDG n'ont pas su faire, en ne reniant pas son compagnonnage avec Ali Bongo. Ça paraissait vraiment relativement conséquent. Et sans avoir à vouloir donner l'impression que je le caresse dans le sens du poil, c'était une approche différente de ce qui était proposé. Et donc, quand on parle de ça, et qu'on se retrouve à des histoires où on vous dit, mais en fait, derrière, il n'y a pas grand-chose. On fait comme on peut. C'est pas possible. Après, on comprend que pour Alain-Claude Bié-Binzé, c'est un galop d'essai. Alain-Claude Bié-Binzé sait que le général Oligui est en bonne posture pour remporter cette élection. Beaucoup de Gabonais voudront lui donner sa chance. Beaucoup de Gabonais sont satisfaits du travail qu'il fournit. Donc, la probabilité qu'on le mette vraiment en danger, en sachant en plus qu'il a caporalisé l'État, il va avoir des moyens. Honnêtement, je suis Bié-Binzé, je ne mets pas tout mes billes là tout de suite. Je commence justement à structurer mon mouvement. On se présente à l'élection présidentielle. Après, on s'attaque aux scrutins législatifs et locaux. On fait en sorte de vraiment être incontournable. Limite les opposants numéro 1. Donc je peux comprendre que il a envie de se dire, bon, on va pas brûler toutes nos ressources là tout de suite. On y va mollo. Ok, d'accord. Et tu peux y aller mollo, mais avoir quand même derrière une structure, une organisation qui favorise ton éclosion dans les années à venir. Maurice Kamto au Cameroun, par exemple, il laboure le terrain depuis 2018, si ce n'est même plus. Grand juriste, il a été ministre délégué à la justice pour pouvoir traiter, je crois, le dossier litigieux de Bakassi entre le Nigeria et le Cameroun. Il a fait son travail au gouvernement, je crois que ça a duré 3-4 ans. Peut-être même un peu moins. Il y a eu un désaccord politique, il a démissionné. Depuis, il est dans l'opposition. Il tient sa ligne. Pourtant, là-bas, il y a plusieurs opposants, plusieurs têtes assez importantes, des Cabral Liby, etc., qui font que tu peux pas juste avoir la lumière sur toi et te dire tu es l'opposant numéro 1. Non, mais il laboure son terrain. Contrairement par exemple à un Jean Ping qui n'a pas su se réinventer et est resté sur la logique de j'ai gagné et donc à chaque 31 décembre faisait une allocution comme s'il était président de la République, Kamto a eu une approche totalement différente. Quand on lui posait la question, vous avez réclamé par exemple votre victoire à l'élection présidentielle 2018, comment pouvez-vous nous expliquer qu'aujourd'hui vous êtes par exemple passé à autre chose? Et il répondait toujours, j'ai gagné cette élection mais celui qui exerce l'effectivité du pouvoir, c'est Paul Biya. Donc on respecte les institutions, on ne va pas toujours avoir à rappeler ça, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais devenir président. Et donc il laboure le terrain depuis bien longtemps. Donc à voir, je dois vous avouer que je suis impatient de comprendre et de voir la suite. J'ai essayé d'envoyer des messages un peu dans les différentes écuries, pour le moment j'ai pas eu de retour. Mais je dois vous avouer que je ne comprends absolument pas ce qui est en train de se passer du côté de l'ensemble pour le Gabon. Quel autre point je voulais voir avec vous? Oui, voilà. Entretien avec Jean-Émile Yama. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Elle est sortie sur YouTube hier, vendredi 7 mars. Donc, votre avis m'intéresse. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet entretien. Après, vous pouvez peut-être voir mes partis pris et ce qui m'inquiète, mais je suis transpartisan. Perso, le but du travail qu'on fait sur cette chaîne, c'est de pouvoir traiter les hommes politiques, ou en tout cas quand on les a en entretien, un peu différemment qu'ailleurs. Et vraiment sans vouloir faire des clashs à 2 balles ou quoi, chacun est dans son couloir. Mais pour moi, il est important d'avoir à accueillir les gens, à leur poser des questions, à comprendre la psychologie, le mécanisme, comment est-ce qu'ils défendent, pour ceux qui ont été en fonction, pour ceux qui ont eu des actions politiques, comment est-ce qu'ils défendent leurs actions. Donc asseyez-vous, venez on discute, je suis pas là pour vous agacer, moi je suis là pour comprendre. Dites-moi un peu
ce qui s'est passé, essayez de me dire un peu plus sur vous. Les gens qui viennent consommer des contenus sur ma chaîne, j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de choses qu'ils recherchent. Qu'on soit un peu plus dans l'échange, que ce soit construit, que ce soit constructif, disons-le. Jérémy Yama, je dois vous avouer que je connaissais le personnage un peu comme tout le monde. On a pu voir les combats qu'il a pu mener, les difficultés que ses prises, que ses engagements lui ont fait vivre. Et je dois vous avouer que on attend à ce que dans chaque campagne comme ça, il y ait des personnalités qui se révèlent. Jérémy Yama, franchement, ce monsieur ira, je pense, très loin. La personne savoir-être top. Il a conçu quand même lui aussi son parcours, ses combats. C'est cohérent, c'est conséquent. Et il donne vraiment l'impression d'être un Gabonais normal qu'on attend en fait. Des gens qui se soucient de ce qui se passe dans la cité, qui mènent leur combat, que ça paye pas. Bon, j'apporte ma pierre à l'édifice. Et si jamais ça venait à payer, je ferai le maximum pour vous rendre service. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être quelque chose de surfait, etc. Les hommes politiques, ne te fie pas trop à ce qu'ils disent. Ou en tout cas, prends une partie, le reste, considère que c'est sujet à caution. Mais je dois vous avouer vraiment que j'ai pris énormément de plaisir à faire cet entretien. Et comme j'ai pu le dire dans la vidéo, il y a effectivement déjà des modèles de ce type de syndicalistes qui ont commencé en se battant pour des causes sociales. Lula, l'ancien président polonais, son nom m'échappe. Et Jérémy Yama peut-être être cet homme un peu de gauche, un peu humaniste, qui a peut-être beaucoup d'idéaux. Le gros problème aussi avec, tu vois, vous voyez ce genre de profil, c'est que lorsqu'il y a la déception peut être importante. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de l'actualité gabonaise. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à monter. Je vais vous laisser la parole. J'ai pas mal de boulot qui m'attend. Il va y avoir pas mal de contenu à venir, donc je vais pas rester trop tard. Donc si certains veulent monter, c'est maintenant ou jamais. Axel Ininga, je ne connais pas. Il s'est présenté, c'est qui? Ibinga. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui aurait été un peu surprenant pendant cette campagne, je suis impatient de savoir tous les candidats qui ont déclaré leur candidature, combien ont pu à la fois réunir les 30 millions, mais surtout respecter toutes les conditions qui avaient été mises en place. Donc avoir été sur le territoire au moins depuis 3 ans, d'être né de père gabonais, bon ça encore c'est normal, enfin de père ou de mère gabonais, de parler une langue nationale. Pas mal de gens se sont déclarés candidats. Maintenant on va voir le juge de paix, voir qui a eu la capacité de réunir les 30 millions, de respecter toutes ces règles. Maître Essola par exemple, qui a annoncé sa candidature du côté de Ensemble pour le Gabon, elle a annoncé aussi se présenter. Bon, honnêtement, j'apprécie beaucoup Maître Essola, mais à moins peut-être que ce soit une candidature de témoignage. Mais là, honnêtement, je dois vous avouer que je comprends pas des masses. Elle vient d'arriver dans le game, on va dire. Elle est en train de se faire connaître, puis se présenter à l'élection présidentielle. À moins qu'il y ait une clé de compréhension qui m'échappe, je dois vous avouer que je comprends pas trop. Le candidat dont tu me parles, ça ne me dit rien. Après, si tu peux m'en dire plus, ou à l'occasion, si je tombe dessus, je m'y intéresserai. Niga Channing, mais elle, par exemple, elle serait inéligible. Sauf erreur de ma part, elle vit en France. Enfin, elle vit à l'étranger. Bougenza, mais il n'est plus candidat, non? J'ai cru voir qu'il s'était retiré. La candidature de Manga Moussabou. Manga Moussabou, c'est un peu le marronnier de la politique gabonaise. À chaque élection, il se présente. Lui aussi, j'ai comme l'impression que c'est une candidature de témoignage ou pour peser et après, s'il y a un second tour, essayer peut-être de monnayer ses suffrages. Mais en général, bon, c'est quand même assez faible, les scores que Manga Moussabou fait. À un moment donné, je crois qu'il faut peut-être changer de stratégie. Pas arrêter la politique, parce que Manga Moussabou est encore vraiment très en forme.
Et d'ailleurs, ce monsieur aura passé énormément d'époques. Je dois vous avouer qu'il est dans ma target. Parce que je crois qu'il y aurait énormément à apprendre de Manga Musavu. Pas tout prendre en considération, parce que c'est peut-être un peu politiquement incorrect de le dire, mais Manga Musavu, c'est un peu le stéréotype de l'homme du Sud, du Pounou qui a réussi. Donc il peut très vite être un peu pédant, te rappeler tout ce qu'il a fait. Mais quand tu mets ça de côté, il y a énormément à apprendre sur le monsieur. Et surtout, ce serait dommage, je ne sais pas quel âge il a, mais il est beaucoup plus proche de la fin que du début. C'est dommage que les hommes politiques gabonais ou les hommes politiques africains tout court n'aient pas cette habitude de faire des mémoires, d'avoir à léguer leurs témoignages, leur parcours, les écueils dans lesquels ils auraient pu tomber pour éviter que les générations futures ne fassent les mêmes bêtises. Il y a très rarement ce legs qui est fait. Autant je parle de Manga Musavu que je pourrais parler par exemple de Michel Lesongué, qui a été dans les arcanes du pouvoir depuis ses plus jeunes années, qui a accompagné Omar Bongo, qui a accompagné Ali Bongo, qui a accompagné le général Oligui, même si ça n'a pas duré trop longtemps, qui a réussi dans les affaires. Ce serait dommage, je touche du bois, que Michel Lesongué décède demain et qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir à recueillir sa parole, qu'il nous relate un peu certains événements, certaines anecdotes, que certaines explications soient données. Donc comme ça, il y en a pas mal. Je revois passer un message, quelqu'un qui disait... il se propose de demander. Moi, je suis vraiment preneur pour tout contact. Surtout avec des personnalités comme celle-là. S'ils sont disponibles et intéressés à un entretien, nous ici, on est chaud. Oui, BMZ est candidat. J'ai vu ça dans la journée. Mais il s'est présenté hyper tard. Vraiment, bon, après... il y a une date limite, il s'est présenté avant, il a respecté les règles, il n'y a pas de problème. Mais bon, il l'a fait hyper tard et le fait qu'il le fasse hyper tard a créé un peu, en tout cas c'est l'un des griefs que Stéphane Iloko met en avant. Qu'il ne les a pas consultés, qu'ils ne savent pas s'ils devaient se présenter, ils ne sont pas en ordre de bataille et en plus de ça, il y a une douille de 50 millions, enfin ou de 100 millions, je sais pas. Ah là là. On ne parle que d'argent et des montants incroyables en République gabonaise. Alors, ça devrait se présenter aussi, hein. Enfin, de ce que je sais, puisque de toute façon, il a dit un peu bravage que si il se présente face au Oligui, c'est Oligui qui n'aura même pas 1%. Donc, a priori, il devrait se présenter. Et avec tout le respect et la considération que je peux avoir pour ce grand homme, qui est Albert Ondossa, mais on a comme l'impression que des fois, il a des attitudes ou des prises de parole qui peuvent être un peu borderline. Si Albert Ondossa a gagné l'élection présidentielle de 2023, c'est parce qu'il y a eu alternance 2023. Que Barreau Chambrier, pour quelle raison, je ne sais pas, a décidé que ce serait lui, en tout cas... Il a proposé Albert Ondossa à la place de Raymond Nonsima, je pense. Enfin, je ne sais plus. Ça a été un peu le choix par défaut. Donc, de venir aujourd'hui dire je me présente à l'élection, je gagne, c'est pas certain que ce soit le cas. Il n'a pas de parti, pas de structure, à moins qu'il ait des gros donateurs, mais je vois pas ça venir. On a comme l'impression aussi qu'il a du mal à faire ça, ou en tout cas la mue qu'il y a eu entre... son côté professeur et la politique, je sais pas, il y a dû avoir un bug dans le process. Parce que des fois, je le trouve un peu impulsif envers les journalistes. Mais faut remettre un peu point sur les i et les barres sur les t. En tout cas, il devrait se présenter. Ah, quoique, la limite d'âge. Albert Ondossa, à quel âge? Google est ton ami. Ah oui, il a tout pile 70 ans. Je crois que c'est 70 ans en plus à la limite d'âge. Quoique techniquement, il a 70 ans le 17 juillet 1954. L'élection est le 12. Il les a pas encore. Hein. Techniquement, il y a moyen. Biemidze reste de loin le meilleur candidat. Avec ce qu'on est en train de voir là, faut voir. La campagne va être encore longue. Hein, donc, il peut retourner la table. Le monsieur a beaucoup de bagou, il a beaucoup de présence. Tout ça, on sait. Et surtout, c'est... une passe décisive incroyable pour le général Oligui. Son principal opposant, il y a un mélodrame chez lui. Pour le moment, il se frotte les mains. Jean-Rémy Yama fait l'affaire. En tout cas, c'est un profil différent. Il n'a jamais été dans des compromissions.
semble-t-il, s'est toujours battu pour l'intérêt général. Mais est-ce que ce sera suffisant pour être un bon président? Je ne sais pas. Surtout face à la machine qui va être mise en place. On va voir. Autre actualité majeure d'ailleurs, quand je disais j'avais peut-être oublié quelque chose. Osimhen qui devient donc un parti politique. Apparemment, ils vont changer de nom, etc. Et aussi, je ne crois pas pourquoi, le général Oligui s'organise dans des délais aussi courts. On a même l'impression que c'est un peu l'urgence. Dans l'entretien, enfin l'interview qu'il a donné à TV+. Et d'ailleurs, les gens commençaient à se plaindre que pendant quasiment toute la transition, il n'avait pas, il s'était pas exprimé chez les médias locaux, mais plutôt Jeune Afrique, les TV5, etc. Donc là, il répond un peu, ou en tout cas les communicants ont fait savoir qu'il était nécessaire qu'il s'adresse à TV+. Il nous a annoncé que il ne peut pas créer un parti, c'est un peu trop tard, donc il va créer une plateforme. Osimhen va devenir un parti politique, donc il va y avoir un peu de pôle. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Et si Osimhen est toujours géré par son petit frère et que son petit frère mouille le maillot, il pourra légitimer un peu son entrée dans le gouvernement parce qu'il ne deviendra pas ministre parce qu'il est le frère d'eux, mais parce qu'il est le président du parti ou d'un des partis les plus puissants de leur coalition. En tout cas, si c'est ça la stratégie, c'est relativement smart. À voir. Honnêtement, à voir. Pour le moment, j'affine encore mon analyse. Il y a pas mal de choses que je ne comprends pas. Sincèrement, on parlait de Billy tout à l'heure. Du côté présidentiel aussi, il y a beaucoup de travail qui aurait pu être abattu. Mahanga Moussavou se moquait du général Oligui en disant qu'il confond les le et les lui. Mais... Après avoir lutté toute une vie pour la transparence, voilà la situation. Plus de transparence, plus de démocratie. Un général d'opérette vient, s'impose à nous, confondant le oui et le. Prends des cours, tu fais venir un des meilleurs profs de français qui te donne des astuces. Parce que je suppose que ça peut-être le stress. Il n'a pas l'habitude de peut-être prendre la parole devant autant de gens. Et puis bon, voilà, c'est des lapsus, des erreurs de langage qu'il peut faire. Mais ça se corrige. Pareil pour le média training dont je vous parlais tout à l'heure. Ça se travaille. La stratégie com qui est mise en place, ça se travaille aussi. Vous voyez par exemple les canaux digitaux de la présidence relaie encore les actualités du candidat Brice Oligui Nguema. Ça, normalement, c'est gravissime. C'est utilisation des moyens de l'État à des fins personnelles. Et c'est déloyal pour les autres concurrents. Eux, leur actualité ne passe pas sur les canaux digitaux de la présidence. Ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires de l'État gabonais qui travaillent pour la campagne du général Oligui. C'est incroyable. Quand vous voyez qu'il fait son anniversaire, il est en tenue et il a une espèce de banderole « Joyeux anniversaire ». Mais respect quand même de l'uniforme. Un militaire ne peut pas se retrouver dans un bar en tenue pour boire une bière. Donc c'est pareil pour un anniversaire. Honnêtement, c'est des erreurs de com. Je comprends pas. Ok, je peux comprendre. Ils ont pris le parti d'humaniser le président, de faire en sorte qu'il soit proche des populations et des gens qu'il rencontre. Et c'est peut-être comme ça qu'il est. Quand on voit le besoin de rigueur qu'on a, bon, fais ça chez toi à la maison. Ou pire, je sais pas, tu veux être bien avec les gens, mais je sais pas. Je suis un peu circonspect sur la façon de faire. Je m'attendais à un peu plus de rigueur, un peu plus de sérieux. Quand vous voyez tous les scandales financiers qu'on entend, alors que c'est des militaires qui sont au pouvoir, c'est pas possible. Normalement, il devrait y avoir la peur du gendarme. Au tout départ, c'était un peu comme ça, mais après, c'est revenu à la normale. Et comment on l'explique? Donc bon, dernier appel. Je vois que personne ne veut monter. Le peuple gabonais n'est pas pro-changement. Oh, faut pas dire ça. C'est un processus. On a entamé le processus et moi j'ai la faiblesse de penser que le train finira par arriver à la gare. Finira par avoir un pays ou
les règles sont respectées. Quand on se fixe un canevas, on fasse en sorte de s'y contenir, de s'y astreindre. Donc moi je ne suis pas défaitiste, hein. C'est un processus, ça prendra 10, 15, 20 ans. Espérons juste qu'on ait la santé, qu'on voit ça de notre vivant et qu'on soit en capacité de léguer à nos enfants un pays quand même un peu plus juste, un peu plus prospère, où les citoyens sont tous égaux. Vous allez me dire, je suis peut-être un idéaliste, mais ça existe bien dans certains pays, même si l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs et qu'il y a toujours des problèmes partout. Mais au moins, il y a un socle, il y a une base. Vraiment, il y a un sous-bassement, ça va. Au moins, sur l'essentiel, il y a des trucs que chez nous ici, tu peux pas voir. C'est pas possible, on ne le fait pas. Donc voilà. Bon, les amis. Personne n'a voulu monter. Ce sera pour la prochaine fois. Il va y avoir pas mal de contenu qui va sortir là. Il va y avoir pas mal de contenu dans la semaine également. Donc, souffrez que je ne sois pas en live trop longtemps. Donc voilà, c'était votre gars SW. Je vous dis les gars, à très bientôt. Bye.